Chris Watts a été condamné en novembre 2018 à 3 peines consécutives de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de sa femme enceinte, Shannan, et de ses 2 petites filles, Bella, 4 ans, et Céleste, 3 ans. Plusieurs mois après, il revient sur les raisons de son geste. Voici son histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 4 de notre série sur l'affaire Chris Watts. Si vous n'avez pas vu les autres parties, je vous invite fortement à le faire avant de regarder celle-ci. Si vous aimez mon travail et que vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous! Chris est amené dans une pièce de la prison où les 3 enquêteurs qui ont le plus travaillé sur l'affaire l'attendent. Il s'agit de l'agent Tammy Lee du CBI, de l'agent spécial Graham Coder du FBI et de l'enquêteur Dave Baumover de la police de Frederick. Après avoir échangé les banalités d'usage, l'interview commence. Les agents lui demandent comment se passe son incarcération. Chris avoue qu'il est beaucoup plus à l'aise dans cette prison que dans celle du comté de Weld, dans le Colorado, où il a été préalablement incarcéré jusqu'en décembre dernier. Il raconte que là-bas, les autres détenus lui criaient constamment des choses depuis leur cellule, lui donnant des conseils sur la façon dont il pourrait se tuer et sur ce que les autres détenus lui feraient s'ils en avaient l'occasion. Il déclare que tout le monde dans la prison actuelle le connaît et sait pourquoi il est là. Et à cause de ça, chaque fois qu'il sort de sa cellule, les gardiens doivent enfermer tous les détenus pour éviter un bain de sang. Puis les agents arrivent sur le sujet de la maîtresse, Nikki Kessinger. Chris raconte qu'ils se sont probablement rencontrés pour la première fois autour du 1er juin. Il raconte qu'ils étaient tous les 2 sur le terrain et qu'elle s'amusait avec les compteurs de gaz. Puis le lendemain, il va la voir dans son bureau et lui dit qu'un de ses compteurs ne fonctionne pas et qu'il a besoin de son aide pour le réparer. Après ça, ils se sont recroisés plusieurs fois au bureau et il dit que la 4e fois, elle lui a demandé ce qu'il entendait par là quand il disait « nous » ou « on » dans ses conversations. Alors, il a sorti son téléphone et lui a montré une photo de ses filles. Elle aurait répondu « oh, d'accord ». Il précise qu'il ne portait pas son alliance au travail, car elle ne lui allait plus, à cause de sa perte de poids, et qu'il devait l'envoyer pour qu'elle soit réajustée. Après cela, il raconte qu'elle ne lui a pas parlé pendant quelques jours, puis qu'elle s'est mise à lui envoyer des SMS en dehors des horaires de travail. Petit à petit, ils ont continué à discuter, surtout de ce qu'il se passait au boulot, chaque jour un peu plus longuement, jusqu'à ce que les SMS passent à un autre niveau. Il dit n'avoir jamais pensé que ça en arriverait là. À ce moment-là, il était à une convention Thrive avec Shannan à San Diego, du 22 au 26 juin 2018. Nikki lui disait qu'elle aimerait le voir après son retour de San Diego. Alors, quand il est rentré le 26 juin et que sa femme est partie en Caroline du Nord avec ses filles le lendemain, ils se sont donné rendez-vous dans un parc. Puis après cela, ils ont continué à se voir. Il dit qu'à partir du premier rendez-vous au parc, ils ont vraiment commencé à flirter. Ils s'envoyaient des SMS régulièrement et passaient de longs moments au téléphone. Il avoue ce jour-là qu'avec le recul, il aurait souhaité être plus souvent à l'extérieur, sur le terrain, et moins souvent au bureau, pour moins la voir. Puis, un des agents lui demande ce que Nikki savait à propos de lui, de sa vie personnelle, comme le fait qu'il soit marié. Chris répond qu'elle a su dès le début, quand il lui a montré la photo de ses filles sur son téléphone, car il avait mis en écran de verrouillage une photo de Shannan. Donc elle savait qu'il était marié et qu'il avait des enfants. L'agente du CBI lui demande s'il sait que Nikki a affirmé lors de ses interrogatoires qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Chris répond que oui. Il dit qu'il pense qu'elle essayait de sauver la face, de sauver les meubles. Il dit qu'elle devait sans doute essayer de contrôler ce qui se passait autour d'elle parce qu'elle a sûrement été bombardée par les médias et les gens, etc. Il dit que depuis le lendemain du drame, ils ne se sont jamais reparlés, mais qu'il aimerait le faire une dernière fois pour pouvoir lui dire, je cite, « Hey, je suis désolé que tout ça soit arrivé. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite pour toi, ce que tu as vécu, si tu as pu en parler à quelqu'un, si tu es parti dans un autre état et que tu as dû tout laisser derrière toi. Je voulais juste te dire que je suis désolée.
Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer dans ma vie. Puis, les agents lui demandent s'il l'aimait, et Chris répond « J'avais l'impression que c'était vrai ». Chris continue en disant qu'avec Nikki, c'était différent. Il avait l'impression de mieux contrôler la situation, ce qui ne lui est jamais arrivé parce qu'elle lui demandait son avis sur beaucoup de choses, comme par exemple ce qu'il avait envie de faire. Il dit qu'il avait l'impression d'être sur un pied d'égalité avec Nikki dans leur relation, en comparaison d'avec son mariage avec Shannan, où elle portait la culotte. Il déclare, je cite, « Tout ce qui est nouveau est toujours mieux que l'ancien ». Il atteste ne jamais avoir ressenti ça avant. Que quelque chose avec Nikki était différent, qu'il était plus lui-même que quand il était avec Shannan. D'ailleurs, il raconte que Shannan a toujours dit qu'il semblait être davantage lui-même avec d'autres personnes, comme avec son cousin Cody. Il raconte une anecdote où ce dernier est venu leur rendre visite et resté un petit moment chez eux, et Cody disait toujours « Chris est si drôle, Chris est comme si », et Shannan se serait plainte à Chris en lui disant qu'il n'était pas comme ça avec elle. Et Chris se serait dit à lui-même à ce moment-là, et dit aux agents, je cite, « Peut-être parce que je me sens toujours nerveux avec toi », et ricane. Il continue en réaffirmant qu'il s'est toujours senti nerveux avec Shannan, qu'il avait toujours l'impression de ne pas pouvoir être lui-même, de devoir faire attention à tout ce qu'il disait. Alors qu'avec Nikki, il était lui-même tout le temps, que c'était tout simplement différent. Puis, il raconte comment se sont déroulés leurs rendez-vous, qu'ils discutaient beaucoup sur plein de sujets différents, qu'ils faisaient des activités qu'ils n'auraient jamais pu faire avec Shannan, comme aller camper, et que ça lui faisait du bien. Il termine en disant que Nikki représentait un tout nouveau type de personne et de relation. Il dit néanmoins qu'il regrette tout ça, la relation avec Nikki, etc. Qu'il aurait dû prendre le contrôle de la situation et tout arrêter, mais que c'était comme si c'était la situation qui le contrôlait. Il décrit ce qu'il ressentait avec elle comme, je cite, « un tour de montagne russe sur lequel je n'arrêtais pas de poinçonner le ticket, sans jamais en descendre. » Il explique que c'est comme si Nikki avait noué une laisse autour de son cou et qu'elle l'attirait loin de Shannan. Un jour, Nikki lui a annoncé de but en blanc qu'elle continuait à avoir des rendez-vous avec d'autres hommes. Chris pense que c'était pour lui faire un genre d'électrochoc, pour que ça le pousse à prendre une décision vis-à-vis de son mariage vraisemblablement. Puis les agents demandent si lui et Nikki se sont parlé depuis les meurtres. Il raconte qu'ils ont discuté le jour du drame, mais qu'il ne lui a rien dit sur ce qu'il avait fait, et que Nikki a cru, comme beaucoup, que Shannan était partie en emmenant les filles avec elle. Le lendemain, 14 août, elle lui posait des questions bizarres, comme pour essayer de déterminer s'il s'agissait bien de lui. Il pense que Nikki croyait peut-être que Shannan ou les enquêteurs avaient son portable et voulait s'en assurer. Mais Nikki finit par lui dire de ne plus entrer en contact avec elle tant que, je cite, « tout n'est pas réglé ». Puis elle lui a ordonné d'effacer tout ce qu'il y avait sur son téléphone. Il dit qu'il ne l'a pas fait, qu'il ne sait pas vraiment pourquoi. Mais on sait que c'est faux car, comme je le disais dans la partie 1, les enquêteurs ont mis en lumière des SMS qu'il avait supprimés car ils ne se trouvaient pas sur son téléphone à lui, mais étaient toujours présents dans celui de Shannan. L'enquêteur lui-même a noté dans son rapport, je cite, « Le nombre de messages SMS conservés dans ce téléphone est maigre. Watts a manifestement pris des mesures pour effacer un grand nombre d'enregistrements documentant ses communications avec d'autres personnes. » Par exemple, en juillet 2018, il ne reste que 3 messages dans l'appareil et ils ont été envoyés le 29. En revanche, il y a 67 messages en janvier 2018. En tout cas, aujourd'hui, il dit qu'il aurait aimé que Shannan ne soit pas partie en Caroline du Nord pendant 5 semaines d'affilée, que c'était trop long. Avec le recul, il se rend compte que Dieu lui a donné de nombreuses occasions de tout arrêter et de sortir de cette situation avec Nikki, mais qu'il ne les a pas prises. Il raconte que son ami Jérémy lui a proposé de sortir voir un match le samedi 11 août, mais qu'il a refusé car il avait déjà prévu d'aller dîner au restaurant avec Nikki. Il dit que finalement, il aurait dû passer la soirée avec son ami, car peut-être, je cite, « le fait d'être loin de Nikki aurait pu déclencher un interrupteur dans ma tête. » Il dit qu'il aurait peut-être pris une trajectoire différente. Car en effet, d'après lui, la dispute avec Shannan qui a mené à son meurtre est arrivée à cause de ce qu'il s'est passé pendant cette fameuse soirée. Souvenez-vous, Chris paie avec sa carte bleue alors qu'il a toujours veillé à payer en liquide ou avec des tickets restaurants lors de ses rendez-vous secrets avec Nikki. Il explique finalement qu'en fait, ce soir-là, il était à court de tout et qu'il ne pouvait pas demander à Nikki de payer, gentleman qu'il est.
D'où la note de carte bleue. Il savait qu'il se tirait une balle dans le pied, mais il n'a pas eu le choix. Enfin, les enquêteurs lui posent une dernière question. La question que tout le monde attend. Ils lui disent que beaucoup de personnes leur disent de s'intéresser davantage à Nikki, et que certains disent même que c'est elle qui a ordonné les assassinats, que par exemple ce jour-là, elle était cachée au sous-sol. Et là, pour ma part, je trouve que Chris répond totalement à côté de la plaque. Il répond qu'elle avait, je cite, « ces moments ». Je suppose que ça veut dire qu'elle se mettait dans un état émotionnel ou mental intense et qu'il devait la calmer ou la convaincre de ne pas faire quelque chose de radical ou d'imprudent. Disclaimer, cela n'implique pas nécessairement une menace physique ou orale à l'encontre de la famille de Chris. Peut-être fait-il simplement allusion au fait, par exemple, qu'elle lui dise que tout était fini entre eux ? Je ne sais pas. Les agents d'ailleurs lui demandent, je cite, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais la réponse de Chris n'est toujours pas claire. Il fait le lien entre les moments intenses de Nikki et le fait qu'il a appris plus tard qu'elle était bipolaire, d'où le fait qu'elle s'énerve parfois pour rien et qu'elle ait des sautes d'humeur, etc. Car en effet, les troubles bipolaires, anciennement appelés psychose maniaco-dépressive, sont caractérisés par des variations de l'humeur disproportionnées dans leur durée et dans leur intensité. Par exemple, la gaieté devient euphorie exagérée, la tristesse s'exprime par une dépression profonde. Il continue et fait allusion à ce fameux 4 juillet où il s'est réveillé chez elle avec 10 appels manqués de Shannan. J'en ai parlé dans la partie 1, donc je ne vais pas plus m'étendre dessus ici. Donc ce jour-là, les 2 femmes de sa vie sont en colère et il poursuit en disant que c'était à des moments comme ceux-là où il devait faire passer Shannan en priorité pour qu'elle ne se rende compte de rien, que Nikki pétait des câbles. Elle lui aurait dit notamment qu'elle allait sur des sites web et cherchait à savoir si leur relation fonctionnerait, si une aventure extra-conjugale pouvait se transformer en une vraie relation. Il lui a demandé pourquoi elle allait chercher ce genre de choses et Nikki a dit, je cite, « Je veux juste voir ce que d'autres personnes ont vécu ». Bref, donc tout ça pour dire quoi ? Pour expliquer que Nikki avait des sautes d'humeur quand Shannan se mettait entre eux ? Mais il ne répond toujours pas clairement à la question. Alors les agents réitèrent, je cite, « Donc, ces gens ont-ils tort à propos de Nikki ? Elle ne vous a pas demandé de vous débarrasser de votre famille ?» Chris répond que non. Il lui demande s'il est sûr. Chris répond que oui, il en est sûr. Les agents creusent encore et disent « Rien de tout ce qui est arrivé n'est dû au fait qu'elle vous l'a mis dans la tête ou qu'elle vous l'a demandé ?» Chris affirme que non. Il ajoute que oui, leur relation a, je cite, « contribué au meurtre », mais qu'elle ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit. L'agente lui demande si elle a déjà dit des choses du genre « J'aimerais que tu n'aies pas d'enfants, je veux avoir mes propres enfants avec toi ». Chris répond qu'à un moment donné, elle a dit « J'aimerais te donner un fils ». Quand il lui demande si Nikki savait que Shannan était enceinte, Chris dit qu'il ne pense pas, qu'il est possible qu'elle ait vu que Shannan était enceinte sur Facebook, mais que si c'était le cas, elle ne lui a jamais rien dit. Il pense peut-être que si Nikki savait mais qu'elle ne lui a rien dit, c'est qu'elle attendait qu'il lui annonce la nouvelle tout seul, ou qu'elle a oublié. Ouais. Chris raconte leur rencontre et les premières années de leur mariage. Il dit que durant la première année, leur relation était excellente, que tout était super. Il revient sur la relation compliquée entre sa mère, Cindy, et Shannan. Il dit que sa mère était, je cite, « hésitante », et quand les agents lui demandent pourquoi, il répond que c'est sûrement car il est le bébé de la famille et qu'il n'a jamais eu de petite amie, donc que sa mère ne l'avait jamais vu en couple avant Shannan, et que ça a sûrement été dur pour elle. Ajoutez à ça que Shannan n'était manifestement pas la belle-fille dont elle rêvait, et vous avez un mélange explosif. Puis il parle du Notgate. Là encore, il dit que c'était un autre avertissement de la part de Dieu pour essayer d'arranger les choses avec Shannan. Il explique, je cite, « Peut-être que j'aurais pu tout arrêter avec Nikki et me concentrer à arranger la situation, quelle qu'elle fût. Shannan avait sa version, ma mère avait la sienne. » Il dit que la dispute a été explosive et que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour tout le monde. Il se rappelle avoir passé la journée entière du 6 août chez ses parents et qu'ils lui ont dit qu'ils voulaient voir les enfants, mais qu'il ne savait tout simplement pas s'il pourrait un jour pardonner à Shannan tout ce qu'il s'est passé ce jour-là.
Il avoue qu'il aurait aimé prendre plus de temps pour régler le problème, parce qu'il voulait que ses parents soient impliqués dans sa vie et celle de ses enfants, et que depuis son mariage, sa mère et sa sœur sont toujours en train de se battre contre Shannan et Shannan contre elle. L'un des agents lui demande s'il avait déjà dit à ses parents qu'il fréquentait Nikki, car son père n'a pas vraiment montré de signe d'étonnement quand Chris lui a dit, pendant l'interrogatoire, qu'il avait trompé Shannan. Chris explique qu'il ne leur a jamais parlé de tromper Shannan avant de le dire à son père pendant l'interrogatoire. Mais que le 6 août, quand il était chez eux, ses parents lui ont demandé s'il avait quelqu'un d'autre. Un agent s'étonne et suppose qu'il pouvait sûrement sentir que quelque chose se passait. Chris admet que Nikki lui envoyait des SMS tout le temps et que ses parents le remarquaient. Donc peut-être, d'après lui, qu'ils savaient au fond d'eux sans que Chris n'ait besoin de leur dire ? Curieusement, il ne parle pas du petit mot qu'il a écrit ce même jour, mot qui disait, je cite, « À qui de droit, si quelqu'un tombe sur cette lettre, sachez que jamais je ne ferai du mal à ma femme, mes filles ou moi-même. Si quelque chose m'arrive, s'il vous plaît, enquêtez sur mon épouse. » Malheureusement, les agents ne lui en parlent pas non plus. Donc, il dit que Shannan est rentrée à la maison vers 2h du matin et qu'elle s'est immédiatement mise au lit. Il raconte qu'elle a commencé à s'agiter un peu, à frotter sa main sur lui et qu'ils ont fini par avoir une relation sexuelle. Pour lui, elle savait tout, à cause du paiement du resto avec sa carte bleue. Puis ils se sont rendormis et quand Chris s'est réveillé, il dit avoir réfléchi et avoir compris qu'avoir fait l'amour avec Shannan était en fait une sorte de test, sûrement pour tous les deux. Pour lui, pour qu'il réalise s'il avait toujours des sentiments pour sa femme et pour elle, pour vérifier s'il avait quelqu'un d'autre ou pas. Donc il s'est réveillé, il s'est habillé pour le travail et descendu à la cuisine préparer son repas de midi. Et quand il est remonté, il s'est assis sur le lit, a réveillé Shannan puis s'est mis à califourchon sur elle. Il dit que la conversation est allée de « Est-ce qu'on peut déménager ?» à « Je ne t'aime plus et nous ne sommes plus compatibles ». Shannan s'est énervée et lui a dit de la lâcher. Elle répétait en boucle qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais Chris, lui, n'arrivait pas à s'exprimer, à lui dire la vérité, que oui, il y avait bien quelqu'un d'autre. Puis Shannan lui a dit « Tu ne reverras plus les enfants, tu ne les reverras plus jamais. Lâche-moi, ne fais pas de mal au bébé. » Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Les agents demandent plus de précision. L'un d'eux lui demande si Shannan a vraiment dit qu'il ne reverrait plus les enfants. Chris répond que oui, que d'ailleurs elle lui avait déjà dit une fois avant de partir à son voyage d'affaires en Arizona le matin du 10 août. Parce que, à ce moment-là, ils ne dormaient même plus dans leur chambre, mais sur le canapé ou au sous-sol sur un matelas. Les agents lui demandent si ce matin-là, la dispute avait pris des proportions qu'aucune autre dispute n'avait jamais atteint auparavant. Et Chris répond que oui, qu'à ce moment-là, il n'y avait plus d'amour entre eux, juste de la colère. L'agente lui demande s'il a eu l'impression de tromper Nikki en faisant l'amour avec Shannan. Chris répond qu'il s'est senti bizarre. La première fois qu'il l'a fait avec Nikki, il s'est senti bizarre et c'était le cas également pour la dernière fois avec Shannan. Il dit qu'il ne savait plus qui il était, ce qu'il était devenu, qu'il ne se reconnaissait plus et que ça ne lui convenait pas d'être devenu cet homme. Il continue en disant qu'avoir eu une relation sexuelle avec sa femme a peut-être été un point de déclenchement, comme si on appuyait sur le bouton d'une bombe et qu'elle explosait. Les agents lui demandent pourquoi il s'est mis à califourchon sur elle et est-ce que c'était pour qu'elle soit obligée de l'écouter. Chris répond, je cite, « Bien sûr, elle pouvait également m'écouter si j'étais allongée à côté d'elle, mais je me suis mis sur elle et chaque fois que j'y pense, je me dis, est-ce que je savais que j'allais faire ça en me mettant sur elle ? C'était comme si... Je ne veux même pas dire que c'était comme si je devais le faire, mais c'était comme s'il y avait déjà quelque chose dans mon esprit qui était implanté, qui savait que j'allais le faire, et que je n'avais aucun contrôle là-dessus. » Il continue en disant que lors de l'audience de détermination de la peine, le procureur a dit qu'il fallait 2 à 4 minutes pour tuer quelqu'un en l'étranglant. Il se demande encore pourquoi il n'a pas réussi à s'arrêter. L'agent lui demande si ça lui a semblé long, 2 à 4 minutes.
Chris dit qu'il a presque eu l'impression que c'était encore plus long, parce que pour lui, le temps s'était arrêté. Il dit avoir vu la vie de Shannan disparaître devant ses yeux, mais que même avec ça, il n'a pas réussi à lâcher prise. Que c'était comme si quelqu'un d'autre était autour de lui tenait les mains, le retenait, l'empêchant de lâcher prise. Les agents reviennent sur sa déclaration précédente, le jour où il a avoué, où il racontait avoir été pris d'une rage telle que ça l'a poussé à commettre ce crime. Il lui demande s'il a eu l'impression d'être en colère à ce moment-là. Chris dit que c'est la seule façon dont il peut le décrire, qu'il a vrillé. Il continue en disant qu'après Shannan soit décédée, il ne savait pas quoi faire, il tremblait, sa réalité venait de changer. Il dit qu'il ne contrôlait plus ce qu'il faisait ou ce qu'il pensait. Il dit que la raison principale qui l'a poussé à avoir une discussion ce matin-là, c'était qu'il était persuadé que Shannan savait pour sa maîtresse et qu'il se sentait coupable, plus coupable que jamais. Et que quand Shannan s'est énervé et lui a dit qu'il ne verrait plus jamais les filles, il a pressenti que les enfants ne seraient peut-être plus là quand il rentrerait du travail cette journée-là. Il explique qu'il ne sait pas comment cela a pu se produire. Chaque fois qu'il voit une photo d'elle, il dit qu'il ne sait pas comment cela a pu se produire. Il affirme qu'être père était la meilleure partie de sa vie et qu'il a tout gâché. Puis il raconte le voyage en voiture. Il dit, je cite, « Je suis nerveux, je tremble, je ne sais pas ce qui va se passer. Ma vie a complètement changé, je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, j'essaye d'imaginer ce trajet qui dure entre 45 minutes et 1 heure et je me dis, n'aurais-je pas pu sauver la vie de mes filles? N'aurais-je pas pu faire quelque chose? Pourquoi ai-je fait ça? Je n'en sais rien. C'est ma chair et mon sang. C'est ce que j'ai toujours voulu, être un père, avoir des enfants, qu'ils m'aiment, tout ça. Mais rien n'avait de sens. Comme le réservoir de pétrole, rien n'avait de sens. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Quand j'y repense, j'espère que je n'étais pas assez cohérent pour prendre la décision de tuer mes filles. Aucun père ne pourrait jamais faire quoi que ce soit pour blesser son sang et sa chair. Mais c'est ce que j'ai fait, et je ne comprends pas comment c'est arrivé. Je me suis même demandé si j'avais été père à un moment donné. Je ne sais pas. Il va juste falloir beaucoup de temps pour guérir de tout ce qui s'est passé et pour me pardonner. Les agents lui demandent si c'était prévu depuis le début de mettre le corps de ses filles dans le réservoir. Il répond que non, qu'il ne savait juste pas quoi faire, que rien que de penser à un réservoir de pétrole, il a envie de vomir. Petit aparté pour pouvoir comprendre ce qu'il dit ensuite. Lors d'une audience de la décision de la peine, les victimes ont le droit de dire quelques mots, c'est ce qu'on appelle la déclaration de la victime. En droit, c'est une déclaration faite par une victime d'un crime, généralement lors d'une audience au tribunal, pour exprimer les effets que le crime a eu sur elle. Dans la déclaration de la victime de Frank Rusek, le père de Shannan, ce dernier reproche à Chris d'avoir séparé sa fille et ses enfants de manière réfléchie. C'est d'ailleurs ce que Chris a avoué à son père, Ronnie, le 15 août. D'après Ronnie, Chris lui a dit « Papa, je ne pouvais pas mettre les filles avec elle après ce qu'elle a fait. Je ne pouvais pas les mettre avec elle. » Mais aujourd'hui, Chris affirme qu'il a menti, qu'il n'a voulu séparer personne, que comme il l'a dit, c'était comme si quelque chose contrôlait ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas réfléchi. L'agente lui demande s'il pensait qu'il y avait moins de chances que quelqu'un trouve les filles en étant dans des réservoirs séparés. Ou pourquoi il n'a pas plutôt enterré les filles avec Shannan? Mais il dit qu'il n'a pensé à rien, qu'il a juste agi machinalement, que tout s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir, mais qu'en tout cas, il n'a pas délibérément séparé qui que ce soit. Il précise, je cite, « Tout ce que Frank, Sandy et Frankie ont dit, je ne leur en veux pas. Ils peuvent me haïr. Je pense qu'ils ont le droit de me haïr, pour le reste de leur vie. » L'un des détectives intervient, je cite, « En fait, je leur parle chaque semaine et je leur ai dit que nous allions venir ici et ils m'ont dit de vous dire que naturellement ils sont, tu sais, dévastés, mais ils m'ont dit de te dire qu'ils t'aimaient, qu'ils t'aiment toujours. » Sandy a dit, « Vous savez, c'est notre gendre depuis 8 ans, on ne peut pas l'oublier. Donc il ne vous déteste pas, non. Prenons tous une seconde pour apprécier la dignité et la bonté absolue de cette famille. » Les agents poursuivent et lui demandent pourquoi il a embarqué un jerrycan d'essence avec lui. Est-ce qu'il avait un plan de prévu?
Il rétorque qu'il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, qu'il pensait peut-être se débarrasser de lui-même en même temps. Il dit qu'il n'avait pas l'impression de mériter de vivre après ce qu'il a fait. Qu'un père de famille n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Que quel que soit le jugement qu'il allait subir, il ne méritait plus d'être sur cette terre après ce qui s'était passé. Puis, on lui demande à quoi il pensait quand il a tué ses filles. Chris répond qu'il était en colère contre Shannan, contre tout ce qui se passait, qu'il s'en est pris à tous ceux qui étaient en face de lui ce matin-là. Mais pourquoi était-il si en colère contre Shannan ? Chris précise, je cite, « Vous pouvez être en colère contre votre conjoint toute votre vie, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça. On ne devrait jamais en arriver là. J'en suis arrivée à un point où je n'avais jamais été en colère avant, et là, c'était l'exemple même de la colère, le summum de la rage, le summum de la perte d'esprit. Parfois, quand je regarde dehors, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble en ce moment ? Actuellement, j'aurais un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans, un fils d'1 mois, et une belle femme, et pour l'instant, il n'y a que moi. » Il poursuit et dit que c'est peut-être à cause du fait que Shannan l'ait obligé de s'éloigner de sa famille après le Notgate, car il précise qu'elle lui a interdit d'entrer en contact avec eux jusqu'à ce qu'il décide finalement d'aller les voir le 6 août. Il dit que de toute sa vie, c'était arrivé seulement une fois qu'il coupe les ponts avec sa famille, et c'était après son mariage avec Shannan, car ils ne sont pas venus. Ce fait est corroboré par la lettre que lui a écrite Shannan, je cite, « Je ne t'ai vu te renfermer comme ça qu'une fois, c'était après le mariage et contre tes parents. » Il se serait par la suite emporté contre eux en leur disant des choses horribles, comme le fait qu'il n'avait plus besoin d'eux maintenant qu'il avait Shannan. Il dit qu'il a insulté sa mère, qu'il est allé beaucoup trop loin. Il explique qu'il ne sait plus s'il était seulement énervé contre eux à l'époque ou si c'est Shannan qui l'a conseillé. Et à cause du Notgate et le fait que ses parents n'allaient sûrement pas pouvoir revoir les filles avant longtemps, il dit qu'il ne sait pas, que peut-être que cette histoire a quelque chose à voir avec ce qu'il a fait, que ça a peut-être déclenché quelque chose en lui, et que tout ce qu'il a refoulé depuis le mariage a finalement explosé, comme une longue mèche qui était finalement arrivée à sa fin. Il admet que c'est la seule chose à laquelle il peut penser, car il n'avait aucune autre raison d'être vraiment en colère contre elle. Il dit qu'ils ont pris soin l'un de l'autre depuis le début, que c'était une bonne relation. Il raconte que s'il n'avait pas rencontré Nikki, il n'aurait jamais su que sa relation avec Shannan était en fait pas si bonne que ça. Il n'aurait jamais pensé à s'éloigner d'elle ou à envisager de la quitter si sa vie n'avait pas changé avec Nikki. L'agente continue et lui dit qu'elle a vu la vidéo où il découvrait que Shannan était enceinte et qu'il n'avait pas l'air excité, mais plutôt en état de choc. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Chris répond qu'il était effrayé, qu'avec Bella, ils ont failli abandonner, qu'avec Sissy, ils ont essayé de nombreuses fois, et puis finalement, avec Nico, il a suffi d'1 ou 2 fois, et 2 semaines plus tard, elle était enceinte. Il dit qu'il a vraiment été surpris, en mode « Attends, quoi ? On vient juste d'en parler ?» Il dit même avoir envisagé qu'elle était enceinte avant qu'ils discutent d'avoir un 3e enfant, et donc de quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs une théorie qui tourne sur internet pour prouver à nouveau que Shannan était la méchante de l'histoire. Il dit qu'elle est tombée enceinte incroyablement rapidement et que c'est la seule raison pour laquelle il a réfléchi à cette idée, ne serait-ce qu'un instant, parce que c'était plus rapide que n'importe quelle autre fois où elle était tombée enceinte. D'ailleurs, en parlant de bébé Nico, il lui demande si son prénom avait été choisi en référence à Nikki, qui s'appelle Nicole.
Chris dit que non, que c'est Shannan qui a choisi ce prénom car il était italien et qu'elle a des origines italiennes. Lui, il voulait l'épeler Nico, N-E-K-O, mais Shannan a refusé. Il dit que c'est elle qui a choisi les prénoms des enfants, même s'il les aimait. Je pense qu'elle a tout de même dû faire une concession et accepter d'écrire le prénom du bébé Nico, N-I-K-O, comme on peut le voir dans cet SMS. Dans la foulée, les agents et Chris discutent de la suite des événements le jour du drame. Ils lui demandent s'il avait prévu d'appeler la police, de dire que sa femme avait disparu avec ses filles, de lancer un appel à la télévision, etc. Mais Chris dit que non, qu'il ne savait ni ce qu'il faisait, ni ce qui allait se passer, qu'il n'avait rien prévu, que tout ça n'était pas un épisode d'esprit criminel où tout était réfléchi à l'avance. L'un des agents demande donc « Au moment où vous arrivez chez vous, que vous rencontrez l'officier Coonrod et Nicole Atkinson, vous êtes entré dans la maison et vous y êtes resté environ 1 minute avant de laisser entrer tout le monde. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait pendant ce moment-là » C'est ce que je disais dans la partie 1, que Chris a mis un temps considérable pour enfin ouvrir la porte. Vous allez être déçus par sa réponse. Personnellement, je l'ai été. Chris dit être entré par le garage, avoir couru partout et ouvert la porte d'entrée. Il demande aux agents « Est-ce que tout le monde est entré par le garage ou par la porte d'entrée ?» A-t-il réellement oublié ou joue-t-il la comédie? L'agent lui répond que tout le monde est passé par la porte d'entrée. Chris dit qu'il est entré et qu'il est allé ouvrir la porte. L'agent lui demande « Avez-vous fait le tour de la maison avant d'ouvrir la porte ?» Chris affirme que non, qu'il est resté au rez-de-chaussée et qu'il est allé ouvrir la porte. Voilà, on n'en saura jamais plus. On le verra plus en détail dans la vidéo sur Cindy Watts qui arrive bientôt, mais sachez qu'elle remet en cause ce plea deal, que pour elle, son fils a été forcé d'aller dans ce sens. Les agents lui demandent donc ce qu'il s'est réellement passé. Chris admet que ses avocats étaient son seul contact humain à ce moment-là, et que même si c'était sa volonté à lui, il voyait bien qu'il se passait beaucoup de choses en coulisses dont il n'était pas tenu au courant. Mais par contre, il affirme qu'il a toujours eu l'impression qu'ils l'écoutaient et qu'il faisait ce qu'il leur disait de faire. Pour le plaidoyer, il dit qu'ils lui ont demandé une centaine de fois s'il était bien sûr de vouloir faire ça. Même au dernier moment, juste avant de rentrer dans la salle d'audience. Il précise qu'ils ne lui ont jamais dit que c'était ce qu'il devait faire, qu'il était obligé. Ils le soutenaient dans sa première version et lui ont dit qu'ils allaient se battre dans cette voie si c'était ce qu'ils voulaient. Mais Chris a refusé. Il leur a expliqué qu'il ne pouvait pas les laisser mentir, se battre et perdre leur temps pour une version qui n'était pas la vraie. D'après lui, la situation n'aurait fait qu'empirer pour tout le monde. Il continue en expliquant que quand il leur a finalement dit la vérité sur ce qu'il s'était passé ce matin-là, ils lui ont dit qu'ils pouvaient tenter d'obtenir un plaidoyer de culpabilité s'ils le voulaient. Et Chris aurait répondu, je cite, « Oui, si on peut en finir, qu'on en finisse ». Il dit qu'il sait ce que ses parents racontaient, qu'il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer que c'était lui qui avait bien tué les filles plutôt que Shannan. Mais il a dit que non, qu'il faut que ça s'arrête. Pour les Russek et tout le monde, les enquêteurs, il ne voulait pas que les gens aient à revivre ça encore et encore et encore pendant des années. Qu'il voulait mettre fin à tout ça pour tout le monde et que le plus tôt était le mieux. Un des agents lui demande s'il ne s'est pas dit, à un moment, que la version où c'est Shannan qui a tué les filles pouvait être très crédible finalement, et qu'il l'a utilisée pour essayer d'atténuer son geste. Chris répond qu'en fait il n'avait jamais pensé à cette histoire avant qu'il ne la mentionne lors de l'interrogatoire, mais qu'il a fait comme si de rien n'était. Il dit qu'il savait que son père était là, au commissariat, et qu'il le croirait probablement parce que sa mère et sa sœur n'ont jamais aimé Shannan. Il dit avoir continué dans cette histoire pendant 1 semaine, avant de finalement avouer la vérité à ses avocats. Il raconte qu'ils lui ont dit qu'ils ne le jugeraient pas et qu'ils ont apprécié qu'il leur dise la vérité. Il continue en expliquant que c'est à ce moment-là que ses avocats lui ont appris qu'il pouvait aller voir l'accusation pour négocier un plea deal et que Chris a donné son accord. Chris, grand seigneur, poursuit en disant qu'il ne voulait pas qu'un procès plane au-dessus de la tête de tout le monde, ni que la famille Russek n'ait à voir les photos de la scène de crime, ou encore entendre quelqu'un dénigrer leur fille. Il dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un la décrive négativement ou dénigre sa mémoire. Ah, bonjour Cindy.
On parlera d'elle dans une prochaine vidéo. Il continue en disant, je cite, « Je voulais qu'il sache qu'elle était une femme aimante, qu'elle était belle, qu'elle aidait toujours les autres, tous ses amis, tout le monde. Je ne veux pas qu'on lui enlève ce qu'elle a fait. » Les agents veulent savoir si ses parents croient toujours que c'est Shannan qui a tué les filles, et malheureusement Chris répond par l'affirmative. Il dit, je cite, « Ils le croient toujours, même si je leur ai dit que j'avais plaidé coupable pour une raison, mais ils pensent que j'ai été poussée à accepter le plaidoyer, alors que ce n'est pas le cas. » Pour être bien certain d'avoir compris, maintenant que l'interview touche à sa fin, l'un des agents lui demande, je cite, « On vous l'a demandé plusieurs fois aujourd'hui, mais vous n'êtes pas en train de nous dire que vous avez fait ça parce que vous vous sentez mal pour la mémoire de Shannan. Vous l'avez fait. » Chris répond par l'affirmative. On pourrait croire que Chris en reste là et qu'il décide de passer le reste de sa vie à l'abri des projecteurs à essayer de se faire oublier. Mais non. Dans une lettre envoyée à Sherlyn Cadle, 2 mois après son interview en prison, il change encore une fois de version. Cette fois-ci, il explique qu'il a prémédité son geste. Pour remettre les choses dans leur contexte, il apparaîtrait que Sherlyn a tout fait pour devenir ami-ami avec Chris et sa famille, venant le voir régulièrement au parloir, lui apportant un gâteau d'anniversaire, soutenant émotionnellement ses parents, etc. Tout cela dans le but d'écrire un livre intitulé « Lettres de Christopher, les tragiques confessions dans l'affaire Watts », sorti en octobre 2019. Chris a accepté l'utilisation de sa lettre dans son livre en échange de la promesse qu'elle publierait, je cite, « son témoignage de sa venue à Dieu et du pardon qu'il a reçu ». Voici ce qu'il écrit dans cette lettre, datée du 23 avril 2019. « Chère Sherlyn, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'était super de parler avec toi au téléphone, mais je sais que la limite de 15 minutes est pénible. Parfois, je peux rappeler tout de suite, mais en ce moment, il y a d'autres détenus qui aiment aussi être au téléphone autant que moi, alors je respecte leur temps. Comment va ton père ? Je prie pour lui chaque jour. Oui, cette pétition m'a vraiment surpris. Je suis étonnée que les gens veuillent vraiment me faire souffrir ainsi. Même s'il prenait mes photos, il ne pourrait pas prendre mes souvenirs. » Il fait référence au fait qu'une pétition tourne sur internet pour qu'on lui enlève les photos de ses victimes, sa femme et ses filles, qu'il a accrochées dans sa cellule. Est-ce que je pense que je devrais être incarcérée ? Pour l'acte que j'ai commis, je pense définitivement que oui. Est-ce que je m'imagine faire une chose pareille ou être un danger pour la société ? Je pense définitivement que non. Si jamais je devais être libérée, je sais que je m'engagerais directement vers un ministère de Dieu et commencerais à aller dans les prisons pour aider les détenus. Si Dieu me guidait pour être ordonnée, je prendrais cette voie également. Pourquoi pas même devenir aumônier ? Peut-être que les lois changeront un jour. Mes avocats voyaient, eux, que j'étais différent et savaient que c'était un incident unique pour moi. Ils m'ont dit qu'en Europe, la loi fait que je purgeais environ 20 ans pour homicide, et en Californie, après 25 ans de prison, même avec une peine à perpétuité, vous pouvez être libéré si vous avez eu une bonne conduite. Donc, il y a de l'espoir pour tout le monde de pouvoir à nouveau vivre en dehors des murs de la prison. Je sais que physiquement je suis derrière ces murs, mais mon esprit est libre avec le Christ. Si Dieu continue de te mettre dans le cœur qu'il y a plus dans l'histoire que ce que j'ai dit au FBI, tu as raison. Je n'aime pas dire des choses comme ça au téléphone parce que je ne suis jamais sûre quand ils écoutent mes appels. Je sais que je t'ai déjà raconté la vision que j'ai eue avant le 13 août, quand j'étais allongée dans le lit et que toutes les lumières étaient allumées à l'étage et en bas et que je me sentais si seule. C'est exactement ce qu'il s'est passé le 14 avril quand j'étais allongée dans le lit. Je suppose que c'est le 14 avril de cette année, soit 10 jours avant d'écrire cette lettre. Je ne sais pas si tu veux cela dans le livre ou si Dieu le veut, mais voici les choses que j'ai laissées de côté. Le 12 août au soir, quand j'ai fini de mettre mes filles au lit, je suis partie en disant « C'est la dernière fois que je borde mes bébés ». Dès la veille des meurtres, je savais ce qui allait se passer et je n'ai rien fait pour l'empêcher. J'étais insensible au monde entier. J'ai emmené mes enfants à une fête d'anniversaire, joué avec des ballons d'eau, passé un moment incroyable, chanté des chansons avec elles pendant le chemin du retour, leur ai donné un bain, servi le dîner, lu des histoires et bordé. Et quand bien même, rien n'a changé.
Quand Shannon devait s'absenter de la maison, j'aimais emmener les filles quelque part ou jouer dehors avec elles car ça nous permettait de nous rapprocher. Et pourtant, la veille au soir, je n'ai quand même pas pu m'arrêter alors que je savais ce qu'il se produirait le lendemain matin. Le 13 août au matin, je suis allée dans la chambre des filles en premier, avant que Shannon et moi ayons notre dispute. Je suis allée dans la chambre de Bella, puis dans celle de Sissy, et j'ai utilisé un oreiller de leur lit pour les tuer. C'est pourquoi la cause de la mort était l'étouffement. Après avoir quitté la chambre de Sissy, je suis retournée me coucher avec Shannon et notre dispute a éclaté. Après que Shannon soit décédée, Bella et Sissy se sont réveillées. Je ne sais pas comment elles ont pu se réveiller, mais elles l'ont fait. Les yeux de Bella étaient meurtris et les deux filles semblaient avoir vécu un traumatisme. Cela rendait l'acte encore pire, sachant que je suis allée dans leur chambre en premier, mais que j'ai quand même pris leur vie sur le site pétrolier. La raison pour laquelle le médecin légiste a trouvé de l'oxycodone dans le système de Shannon, c'est parce que je lui en ai donné. Je pensais qu'il serait plus facile d'être avec Nikki si Shannon n'était pas enceinte. Je ne sais pas si c'était une visite spirituelle, mais j'ai rêvé que Sissy dansait à côté de la chaise dans ma cellule. Quand elle dansait, tous mes dossiers posés sur la chaise ont commencé à bouger et j'ai cru qu'elle avait des ennuis. Alors j'ai dit « Attention, écarte-toi, attention !» Puis je me suis réveillée. J'espère qu'elle reviendra. J'espère que tout le monde viendra me rendre visite. Il parle de Shannon et Bella aussi. J'essaye de me vider la tête avant de dormir pour aider à ce qu'elles reviennent. J'aime ce passage de Jean 10:10 que tu m'as envoyé. J'aurais aimé pouvoir avoir une oreille attentive pour entendre le Seigneur m'appeler en juin, juillet, août. Si nous courons après le péché, nous n'entendrons pas notre berger nous appeler. Je ne pouvais pas discerner les bons esprits et les mauvais esprits, et cela m'a finalement plongé dans un profond abîme dont je ne pouvais plus sortir. Prends soin de toi, et que Dieu te bénisse. Chris. Pourquoi a-t-il encore une fois changé de version ? Je veux dire, si c'est vraiment comme cela que ça s'est passé, pourquoi ne pas l'avoir dit aux agents en février ? Surtout qu'il a demandé à ce que l'interview soit transmise à la famille Russek pour qu'ils puissent enfin essayer d'aller de l'avant. S'il avait raconté ce qu'il raconte dans cette lettre, ça n'aurait rien changé à sa situation. Ça doit vraiment être de la torture pour la famille Russek. Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Qu'elle se soit réveillée comme ça par hasard, en même temps ou presque, juste après le décès de Shannon, et qu'il les ait tués une deuxième fois, si l'on peut dire. Et vous en pensez quoi ? Et c'est ainsi que se termine la partie 4 de notre série sur l'affaire Chris Watts. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.